vers Antonio Costanzo qui va nous dire comment les opérateurs s'engagent pour assurer la sincérité du jeu et préserver l'intégrité du sport. Antonio Costanzo, vous êtes donc représentant de EGBA, European Gaming and Betting Association. En fait, c'est les opérateurs privés de paris sportifs et de jeux en général en ligne au niveau européen. Je vais être extrêmement bref, ou je vais essayer de l'être. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'opérateur pour essayer de s'occuper de cette question, de la manipulation des événements sportifs? Premièrement, les opérateurs de paris sportifs ont tout intérêt à être impliqués et à s'impliquer. Parce que s'il y a une tricherie, on est les premières victimes. Parce que normalement, ce n'est pas nous qui connaissons le résultat de l'événement sportif, mais c'est quelqu'un qui essaiera de parier avec nous pour gagner de l'argent. Donc ce sera une fraude, il nous prendra de l'argent. Et de plus, il y aura un problème de crédibilité, parce que si les personnes qui ont l'habitude de parier pensent qu'un événement sportif est truqué, ou que le sport en général est truqué, ils vont progressivement arrêter de parier et de regarder le sport. Donc c'est un problème pour nous, pour le sport, pour tout le monde. C'est pour cela que quand un opérateur qui accepte un pari sportif et donc il prend un risque, il a toujours une équipe de sécurité, d'intégrité derrière qui vérifie, qui contrôle. Nous avons, et je parle au nom des opérateurs privés, mais je crois que la même chose s'applique aux opérateurs publics, voire aux opérateurs de loterie et autres. Nous avons des équipes intégrité qui travaillent 24 heures sur 24 pour vérifier tout ce qui se passe sur notre site, sur notre plateforme. Donc ils connaissent les joueurs parce que ce qui est bien de l'Internet, c'est que dans un environnement régulé, donc on parle bien de pays qui régulent et qui nous donnent des licences, tout est tracé. On connaît exactement qui parie avec nous, d'où arrive l'argent. Il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'anonymat. Sauf, il y a toujours des fraudes, mais ça relève de notre domaine. Mais dans un cadre normal, on connaît les personnes qui parient avec nous. Donc c'est tracé, c'est traçable. Ces équipes travaillent pour non seulement vérifier l'activité des joueurs, mais aussi pour regarder quel est le flux des paris. Quand il y a quelque chose qui est hors norme, il y a une alerte qui est lancée, il y a un drapeau rouge qui se lève et l'alerte est lancée. Je vais vous expliquer ce qu'on fait avec l'alerte. En général, je peux vous dire qu'un opérateur, un des opérateurs que je représente, en moyenne, dépense aux alentours de 2 millions d'euros par an dans l'intégrité. Tous les domaines que j'ai cités sont couverts. Nous avons des obligations réglementaires locales et des obligations que nous nous imposons nous-mêmes. Nous avons des obligations locales parce que dans les pays qui nous régulent, qui nous donnent des licences, il est bien précisé qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'alerte, en cas de suspicion. Par exemple, en France, et c'est la même chose dans beaucoup d'autres pays, dès qu'il y a une alerte, dès qu'on voit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui est hors norme, il faut informer le régulateur. Et en même temps, on informe les autorités sportives. On est allé plus loin dans notre démarche, dans le sens où même dans des pays où cette obligation n'existe pas, volontairement on le fait parce que de toute façon on n'a rien à cacher, on a tout intérêt à partager l'information si on a des doutes par rapport à un événement qu'on voit. Ceci dit, la question de la manipulation des événements sportifs n'est pas, comme on l'a entendu, une question locale, c'est une question internationale. Il s'avère souvent que quelqu'un dans un pays A essaye de truquer un événement dans un pays B en plaçant des paris dans un pays C. Donc le régulateur français, par exemple, dans ce cas-là, a, si c'est le cas, un tiers de la visibilité ou de la responsabilité de la question. C'est pour cela que de plus en plus, dans les 5 dernières années, il y a des initiatives internationales qui se sont mises en place et je voudrais les citer très rapidement. Nous avons entendu parler de la Convention du Conseil de l'Europe. Je crois que c'est l'instrument le plus important qui a été mis en place dans les dernières années parce que c'est un instrument juridique contraignant pour les pays qui décident de ratifier la Convention. Et c'est la première fois que nous avons des bases communes pour pouvoir travailler dans la même direction. On a dit souvent et longtemps que la clé, c'était la coopération, la collaboration, le fait de pouvoir échanger de l'information au niveau local et au niveau international. Aujourd'hui, pour la première fois, si on arrive à lancer cette convention, si un nombre suffisant de pays la ratifie et elle démarre, on aura ces instruments sur la table. Et c'est pour ça que j'invite, au nom des opérateurs privés et de l'UNESCO, non seulement à soutenir la convention, mais à la promouvoir dans notre monde idéal,
La Convention du Conseil de l'Europe, si elle ne peut pas être signée ou si elle ne veut pas être signée par les pays qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe pour des raisons politiques, elle pourrait devenir la Convention de l'UNESCO, la Convention des Nations Unies, et devenir une convention mondiale. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue et de refaire le travail qui a été fait pendant 3 ans. La Convention, je crois, va très loin et ce serait très bien qu'on puisse la développer au niveau global. Deuxième point que je voulais mentionner par rapport à l'activité internationale, c'est le travail qui a été fait par le CIO, le Comité international olympique. Il y a 2 ans, ils ont lancé une initiative qui s'appelle IBIS, Integrity Betting Intelligence System. En fait, c'était un système de reporting en cas de suspicion sur des événements sportifs. Le bénéfice qu'apporte ce nouveau système et cette initiative de CIO, c'est que pour la première fois, toutes les fédérations internationales sportives qui sont membres du CIO, donc il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a 28 au total, ou 28 côté sport d'été et 14 sport d'hiver, font partie de ce système-là. Et pour la première fois, nous avons un seul point de contact pour pouvoir parler avec toutes les fédérations internationales. Donc, nous avons, en tant qu'opérateur privé, signé un accord avec le Comité olympique international, qui a signé des accords avec d'autres opérateurs, qui a signé des accords avec les régulateurs. Et à chaque fois que quelqu'un voit quelque chose d'anormal, il informe le CIO, qui distribue l'information à tout le monde. La même chose peut se passer dans le sens inverse. Si quelqu'un dans une fédération internationale a une suspicion sur un événement, il peut passer l'information au CIO et le CIO la partage avec nous et avec tout le monde. Et donc, il y a un échange d'informations qui se fait. Après, on pourrait rentrer dans le débat de jusqu'à quel niveau de détail pouvons-nous aller dans l'échange d'informations, mais c'est un débat très très large et donc on le laissera de côté aujourd'hui. Troisième point que je souhaitais soulever, troisième initiative, c'est l'initiative des opérateurs privés. Nous avons fondé en 2005 une association qui s'appelle ESA, qui est la structure intégrité des opérateurs privés régulés. 19 membres aujourd'hui dans le monde qui couvrent des licences, qui ont des licences en Europe, en Asie, en Amérique et en Australie. L'intérêt de cette structure, c'est que c'est une structure qui permet de mutualiser les équipes intégrité de chaque opérateur. Donc, quand quelqu'un voit quelque chose hors norme, il lance une alerte, tous les membres sont informés, ils ont 1 heure de temps pour répondre. S'ils voient la même chose, ils doivent le dire. S'ils ne voient rien du tout, ils le disent quand même. À la fin de tout ça, il y a un travail qui est fait pour évaluer si l'alerte peut être définie une suspicion. S'il y a suspicion de trucage, on va informer le régulateur ou les régulateurs qui sont impliqués et les fédérations sportives impliquées. Nous avons des accords pour échanger de l'information. On est ouvert à signer encore plus d'accords. On n'a pas d'accord avec tout le monde. On est toujours ouvert pour en signer plus. Ceci, comme je disais, a l'avantage de pouvoir mutualiser les ressources de chaque opérateur. Donc, en fait, je vous disais avant, on dépense en moyenne, un opérateur dépense à peu près 2 millions d'euros par an. Avec 19 opérateurs membres d'ESA, on peut dire qu'ESA dépense aux environs de 40 millions d'euros par an en intégrité, dans l'intégrité. Pour en finir, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce problème. Un point n'a pas encore été touché, ou pas dans le détail, c'est l'éducation, la prévention. Nous estimons que c'est un point clé, et c'est pour ça que depuis 5 ans, nous avons investi des ressources importantes du point de vue financier pour soutenir l'initiative de EU Athletes. C'est le syndicat des athlètes professionnels européens. Vous avez entendu parler, je crois, ce matin, Jeff Raymond, qui représente ce syndicat. Nous soutenons leur programme d'éducation. C'est un programme qui a aussi obtenu des fonds européens très récemment. Donc, ils ont encore 2 ans de travail devant eux. Ils ont atteint plus de 15 000, ils ont éduqué plus de 15 000 athlètes professionnels en Europe, en plusieurs sports et dans plusieurs pays. Et nous croyons que c'est fondamental. Je me souviens, pour en finir, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, quand la discussion a commencé au niveau international autour de la manipulation des événements sportifs, on disait au tout début, il y a 4 points sur lesquels il faut travailler. Régulation, éducation, contrôle et sanctions. La régulation et les sanctions, c'est du domaine du législatif et du régulateur. C'est pour ça que c'est important que dans la
dans le plus grand nombre possible de pays, il y ait un régulateur qui régule de façon forte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, surtout en Asie. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de régulation, ou voire il y a une interdiction qui ne fonctionne pas, où il y a une régulation très faible. Et puis il y a le volet éducation qui est primordial à mon sens. Il y a beaucoup d'organisations sportives aussi qui ont commencé à investir là-dessus, et je crois que pour l'avenir, c'est l'axe principal d'investissement du point de vue financier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio Costanzo.